Bonjour. Mesdames, Mesdames, Messieurs, représentants de l'État, Mesdames, Messieurs, en vos titres et qualités, bonjour. Je suis Vincent De Santis, directeur général d'Egis Conseil, qui est la société de conseil du groupe Egis. Et aujourd'hui, je suis fier et j'ai le plaisir d'animer ce premier panel qui est consacré au développement du tourisme, le tourisme d'affaires, mais aussi le tourisme de loisirs. Développer le tourisme, c'est bien évidemment de l'immobilier, construire des hôtels, mais c'est aussi développer des infrastructures de mobilité culturelle, un accompagnement par l'éducation et la formation, et vous le verrez, des opportunités de rénovation urbaine. Pour ce faire, on a réuni un panel d'acteurs importants de cette politique publique, du monde de la construction, du monde du pilotage des projets et de l'architecture. Et je souhaiterais tout d'abord accueillir M. Philippe Pangot, qui représente le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Allez-vous. Monsieur Igbar Ormal, qui est directeur Portéo. Monsieur Komiam Tchala, qui est directeur général de TGCC. Monsieur Yves Dumont, président de Gassim. Et enfin, monsieur Joseph Hamon, président de l'Ordre des architectes. Monsieur Pangot, je vous propose d'engager ce panel et de nous donner la vision de cette politique publique. Merci bien, monsieur De Santis. Tout d'abord, vous l'avez certainement remarqué, je ne suis pas Bruno Koné, ministre de la Construction. Monsieur Zinsou, je pense que lorsque nous étions dans la salle d'attente, je me suis présenté à lui, j'ai dit ministère de la Construction. J'ai comme l'impression qu'il a plutôt entendu ministre de la Construction. C'est un plaisir pour moi de me retrouver ici et de représenter monsieur Bruno Nabagné-Koné, qui est le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, et surtout de me retrouver ici dans un panel qui parle de tourisme qui est intimement lié à la construction et surtout, je dirais même à l'urbanisme. Nous sommes en Côte d'Ivoire, un pays particulier, avec des infrastructures particulières, quand même assez uniques. Je pense qu'il s'en sort assez bien dans la région pour ce qui est de ces infrastructures, ce qui nous a d'ailleurs valu cette belle canne dont on vient de parler. La mission de notre ministère, essentiellement, c'est deux choses. C'est offrir un service de qualité à ceux qui se présentent à nos guichets, quels que soient les besoins des particuliers, des professionnels du secteur, et surtout offrir un cadre de vie décent, assaini et mieux structuré et résilient. Cette vision, elle est bien formulée et encadrée dans le plan national de développement 2021-2025 de notre État. Alors, c'est du service public. C'est du service public qui s'appuie sur des réformes assez importantes, pensées au niveau du ministère de la Construction, qu'il s'agisse du foncier ou de l'habitat. Mais je crois que lorsqu'on parle puisqu'il est question ici surtout de tourisme, nous, en tant que ministère de la Construction, notre rôle, c'est d'appuyer toutes ces initiatives touristiques, d'appuyer notre ministère du Tourisme qui n'arrête pas de nous amener régulièrement d'ailleurs des projets en tout genre. Nous demande notre avis, nous demande notre collaboration technique, des fois pour l'identification des espaces, des fois parce que le ministère du Tourisme, lui, est approché par des professionnels du tourisme qui ont des projets spécifiques, du développement spécifique et qui ont besoin de cet accompagnement et de cette expertise du monde du tourisme. Alors,
le tourisme va de pair avec la beauté, avec la planification urbaine dans une ville, puisque nous avons aussi le portefeuille de l'urbanisme. Et en ce sens, nous avons pour responsabilité d'encadrer l'étalement urbain tel qu'il se fait. Vous savez, une ville ne peut pas se construire seulement à partir de lotissement. Et là, c'est un peu comme ça qu'Abidjan a grandi. Moi, quand j'étais tout petit, le quartier qu'on appelle Palmeraie aujourd'hui, c'était une palmeraie. C'était des plantations de palmiers à huile. On les traversait pour se rendre dans une autre ville en dehors d'Abidjan qui s'appelle Bingerville. Aujourd'hui, vous allez à Bingerville, vous ne sortez pas de la ville. Jusqu'à Bingerville, vous êtes encore en ville. Donc, je suis peut-être de ceux, peut-être parce que je suis un peu grisonnant, je suis de ceux qui ont connu la Palmeraie quand il était une Palmeraie. Mais aujourd'hui, c'est un quartier qui s'appelle Palmeraie, qui a en fait hérité du nom de cette plantation de palmiers à huile. Pour vous dire que Abidjan s'est étalé. Alors, ça présente plusieurs défis. Le défi du transport adéquat. Il faut transporter les gens d'un bout à l'autre de la ville, d'un bout de la ville à l'autre bout. En ce sens, nous avons, le gouvernement a initié des projets comme un structurant, tel le BRT, qui va faire Yopougon-Bergerville, le métro d'Abidjan, qui est en construction, qui va faire Anyama, depuis le fameux stade des BMP d'Anyama à Alassane Ouattara jusqu'à Port-Boué, et le programme PTUA pour améliorer la mobilité urbaine. Ça, c'est pour ce qui est du transport. On a besoin d'une maîtrise du foncier, d'une certaine sécurisation du foncier. Alors, au niveau du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, nous sommes fiers d'avoir mis en place ce qu'on appelle le SIGFU, le Système Intégré de Gestion du Foncier Urbain, qui a numérisé toute la chaîne foncière. Aujourd'hui, vous demandez un terrain pour la région d'Abidjan, le traitement par chacun des services, chacun des ministères, des services, des départements du ministère de la Construction se fait de manière numérique et numérisée. On ne se transmet plus de dossiers papier, on se transmet des dossiers numériques. Le point culminant de tout cela, ça a été l'annonce il y a à peine quelques jours de la signature électronique du ministre sur les actes, sur les ACD, les actes de propriété, qui donnent la preuve qu'effectivement l'entièreté de la chaîne est numérisée. Alors, ce passage au tout numérique se traduira donc par une meilleure maîtrise du foncier, qui est le point de départ du développement de toute infrastructure. Un pays qui ne maîtrise pas son foncier ne peut pas aisément planifier son développement. Maintenant, alors ça va certainement impacter le développement d'Abidjan extramuros, c'est-à-dire à l'extérieur, à la périphérie de la ville d'Abidjan. Cependant, à l'intérieur même du périmètre de la ville d'Abidjan, il y a des défis qui sont énormes. Vous savez que nous avons des poches à l'intérieur d'Abidjan, des quartiers d'Abidjan qui sont vieillissants, très, très, très vieillissants. Ici, nous sommes au plateau, c'est ultra moderne, c'était l'administration coloniale de l'époque, c'est devenu le centre des affaires de ce pays. Mais voisin, juste de l'autre côté de la lagune, c'est le quartier de Trècheville, qui était le quartier des indigènes, qui était le quartier des gens qui venaient travailler et qui rentraient chez eux le soir. Vous avez dans Trècheville, par exemple, des maisons détenues par des familles depuis 1960. Les parents qui les ont construits n'y vivent plus, c'est peut-être la 3e génération qui y est, ou qui n'y vit même plus, qui le loue. Et c'est des quartiers qui ont tellement vieilli, mais qui se trouvent être au regard du skyline d'Abidjan. Alors, tout promoteur immobilier qui a un peu de jugeote, ou tout promoteur touristique qui a un peu de jugeote, connaît le potentiel de ce port de lagune-là et ce qu'il pourra faire plutôt que d'abriter le genre de quartier. Alors, il y a une dynamique économique certainement qui va se faire et qui doit se faire et que nous, ministère de la Construction, nous devons d'accompagner. À l'extérieur d'Abidjan, les choses aussi changent, toujours en faveur d'un certain tourisme. Abidjan ne peut pas continuer d'être ce qu'elle est aujourd'hui. Il faut forcément créer des pôles d'attraction à l'extérieur de la ville d'Abidjan, d'où le concept de ville nouvelle, de smart cities, sur lesquels nous réfléchissons. Pour qu'en dehors d'Abidjan, on puisse habiter à Bassam et travailler à Bassam. Moi, j'ai eu l'avantage.
J'ai eu l'avantage pendant une dizaine d'années d'être le directeur général d'une zone franche, ça s'appelait le VITIB à Grand Bassam. Et bon, j'ai été un très bon banlieusard, en ce sens que j'habitais à Bassam et je travaillais à Bassam. Bon, aujourd'hui, malheureusement pour moi, je dois me taper les 2 heures de transport pour m'arriver ici au plateau. Mais bon, vous voyez, c'est pour améliorer ce quotidien-là qu'il est nécessaire de créer des pôles, quelques pôles, et bien les penser à l'extérieur, dans le pourtour de la ville d'Abidjan. C'est en ce sens qu'il faut comprendre l'importance du schéma directeur du Grand Abidjan, le STUGA, sur lequel nous travaillons depuis plusieurs années, qui définit la politique du pays en matière de planification urbaine d'Abidjan. C'est ce plan-là qui est véritablement la boussole pour ce que Abidjan représentera. Et quand je dis le Grand Abidjan, c'est vraiment jusqu'à Jacquesville. C'est d'Assini jusqu'à Jacquesville. C'est une énorme agglomération parce qu'un jour, justement, Abidjan pourrait englober tous ces endroits-là. Alors, voici à peu près ce que je voulais bien partager avec l'auditoire. Peut-être une chute sur le tourisme en particulier. La Côte d'Ivoire aujourd'hui a développé des axes routiers, a développé des ponts aériens entre ses villes. La Côte d'Ivoire attend peut-être de développer des ponts nautiques avec l'usage de la lagune, par exemple, pour justement connecter toutes les villes le long du littoral qui peuvent être connectées par ce mode de transport. Tout cela contribue certainement à une amélioration, une croissance phénoménale de l'offre touristique dans Abidjan ou à l'intérieur du pays. Et en ce sens, vous pouvez être assuré de la collaboration du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme pour tout projet majeur que vous voudrez bien porter à notre attention. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Panjo. Merci pour cette intervention très claire. Monsieur Omar, comment Porteo... Bonjour. Bonjour. Comment Porteo accompagne ses ambitions? Quelles sont vos réalisations? Quels sont vos projets? Merci, chers distingués invités, chers modérateurs, ministère de la Construction et de l'Urbanisme, bonjour à tous, chers confrères. Écoutez, Porteo, pour situer très rapidement Porteo, nous sommes une société d'abord locale, ivoirienne et panafricaine. Je rejoins un peu ce que vous disiez en introduction. Il n'y a pas de tourisme ou d'urbanisation si on n'arrive pas à connecter ces différentes villes entre elles. Ça, c'est très important. Le rôle de Porteo, c'est d'avant tout dans plusieurs de nos activités. La toute première, c'est de faire des routes. Et nous sommes fiers d'avoir contribué au développement du tissu économique et touristique des différentes régions, notamment en connectant Abidjan à différents grands hubs. Yamoussoukro, à peu près 2000 km de routes construites. Il y en a encore beaucoup à construire. Donc quand vous arrivez dans un pays, la première chose que vous regardez, c'est l'aéroport. La deuxième chose que vous regardez, c'est l'état des routes qui vous emmènent là où vous allez dormir. Et c'est important d'avoir des routes de qualité et qui peuvent accueillir ce trafic. Donc très fier d'avoir contribué Porteo à l'essor de la Cannes également, puisqu'on a participé avec le stade Mimpe à tout l'aménagement et toutes les voies de connexion qui ont emmené à ce stade. Mais il y a encore beaucoup à faire en termes de connectivité entre les différentes villes, les régions et les provinces. Donc voilà un peu pour situer les infrastructures au niveau de Porteo. Porteo a aussi une deuxième activité qui est la construction de biens immobiliers, centres commerciaux. Et notamment, on se dirige aujourd'hui dans ce mix, dans ce usage de mix de construction éventuellement d'hôtels, hôtels d'affaires ici sur Abidjan, parce qu'on sait qu'il y a des hôtels de qualité, mais on en manque encore. Et je pense qu'il faut aussi développer ces hôtels dans d'autres régions en dehors de la capitale. Abidjan reste, je crois qu'un de nos confrères le disait tout à l'heure, d'abord une destination d'affaires. Je pense qu'il y a beaucoup à faire sur le tourisme. Il y a des très belles régions, il y a des très beaux paysages au nord, en bord de mer à développer. Un des premiers axes qu'on a aujourd'hui mis en place, c'est cette autoroute d'Assini. Donc on va très vite aujourd'hui, vous allez pouvoir aller très vite en moins d'1 heure à Assini, où il y a tout un complexe d'hôtellerie qui se développe et va encore se développer. Donc ça fait la fierté du pays.
On aura également d'autres axes qui nous emmèneront vers le nord, les montagnes de Mans, et où on est en train de développer ces axes routiers. Le deuxième pôle, c'est la partie construction, avec notamment des biens immobiliers, mais également des biens hôteliers. Et on est en train de regarder un peu d'abord faire des tests. On va lancer très rapidement des projets d'habitation en mix use, ce qu'on appelle à usage mixte, hein, pour revenir à des termes français, où il y aura du commercial, il y aura des bureaux, il y aura de l'hôtellerie, il y aura des services. Donc on ressent un besoin, hein, de cette clientèle d'affaires, de cette clientèle touristique d'affaires qui viennent pour 3 jours, 5 jours, 7 jours sur Abidjan, ce besoin de s'installer à un endroit, de pouvoir travailler, de pouvoir y manger, de pouvoir faire des rendez-vous et également à obtenir d'autres services. Donc on est aussi en train de réfléchir à ce type de nouveaux bâtiments assez intelligents, hein, avec des formules d'usage différenciées. Et puis dans un autre thème qu'on n'a peut-être pas abordé, hein, mais c'est important, on ne peut pas parler d'urbanisation, de développement sans parler d'environnement. On essaye de faire de ces bâtiments des bâtiments intelligents aussi. On parlait de smart city, mais on peut aussi parler de smart building, avec de la domotique, des lumières qui s'éteignent automatiquement, des stores qui se baissent en fonction de la chaleur et la luminosité. Donc on est déjà en train de mettre en place toute cette domotique d'intelligence dans la gestion des bâtiments. Et Porteo contribue également à un développement durable de ces nouvelles villes, de ces nouvelles infrastructures. Voilà un petit peu, si je peux résumer, l'accompagnement de Porteo dans cette urbanisation, dans cet axe de développement. Et je pense qu'on reviendra aussi sur l'aspect formation qui est aussi un point important un peu plus tard, je crois. Bon. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à votre confrère, M. Tchala. Alors, vous êtes un acteur majeur de la construction en Côte d'Ivoire. Je vous pose la même question. Vos ambitions, vos projets pour accompagner les politiques publiques en matière de tourisme d'affaires et de tourisme de loisirs. Okay, merci bien Vincent. Mademoiselles et messieurs, je suis particulièrement heureux de participer à ce panel. Et pour présenter brièvement TGCC, TGCC entendait Travaux Généraux de Construction de Casablanca, est une entreprise créée en 1991 par M. Mohamed Bouzba, qui en est son président-directeur général. Bien entendu, donc, nos activités dépassent aujourd'hui le périmètre de Casablanca. TGCC, pour donner quelques chiffres, c'est, disons, environ 500 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. L'équivalent en France, c'est autour de 300 milliards. TGCC, c'est également plus de 10 000 employés. Donc des compétences un peu dans tout le secteur du bâtiment et des travaux publics. Et TGCC, c'est aussi plus de 1000 projets réalisés en plus de 30 années d'existence, que ce soit dans le secteur résidentiel, donc on a réalisé plein de projets dans le secteur résidentiel, le secteur de l'hôtellerie, nous avons réalisé plus d'une trentaine d'hôtels, et donc je suis particulièrement heureux parce que cet hôtel est une réalisation de TGCC, le nouveau hôtel qui nous accueille. TGCC aussi a réalisé d'autres réceptacles hôteliers, notamment Azalai Dakar qui a ouvert très récemment. Et ici aussi, à Abidjan, on a réalisé le Signe Hôtel. Donc TGCC, c'est un acteur majeur global qui peut accompagner donc, les différents partenaires privés et publics dans la réalisation de leurs projets. Et il faut que je vous partage quand même cette expérience-là. Ce n'est pas évident de réaliser ces projets-là dans nos pays, parce que pour la réalisation d'un tel projet, vous avez plus ou moins 80% des matériaux qui viennent de l'étranger, qui sont importés, qui ne sont pas fabriqués localement. Donc il faut maîtriser les chaînes logistiques, il faut maîtriser un peu tous ces aspects-là, même les fournisseurs, les référencés et tout. Et vous savez qu'aucune industrie en Europe ne fonctionne au stock. Et donc, il va falloir donc, passer la commande, attendre les 3 mois et tout. Donc, ça prend des délais longs et il faut vraiment des acteurs qui s'y connaissent, qui maîtrisent vraiment ces chaînes-là. Et c'est en cela que TGCC se positionne. Moi, j'aime à le dire souvent. Donc, lorsque vous réalisez un excellent projet au Maroc, c'est plus facile, c'est plus simple pour nous. Mais le réaliser peut-être à Conakry ou bien à Abidjan, ce n'est pas la même chose. Et donc, il faut choisir des acteurs qui ont déjà cette expérience
de pouvoir réaliser ces projets. Et sachant qu'on est sur des niveaux de finition très élevés, donc un client qui vient, qui séjourne dans un hôtel Four Seasons à New York, et ici à Abidjan, veut avoir les mêmes qualités de finition, donc ce n'est pas toujours évident. Donc c'est le volet formation dont il a parlé aussi. Donc peut-être on en débattra un peu plus dans la suite de ce débat. Et donc voilà, nous on a déjà fait nos chantiers laboratoires. Donc, comme je me le dis, on a déjà tout expérimenté à travers nos différentes filiales au Gabon en 2013. Ensuite, la Côte d'Ivoire. Donc, on a une filiale ici en Côte d'Ivoire. Nous avons ouvert notre filiale au Sénégal à travers le projet d'Azalaï aussi. Et dernièrement, nous avons ouvert une filiale aussi en Guinée-Conakry et en Libye. Et aussi en France. En France, c'est une filiale de développement qui est là pour porter aussi la partie développement. Donc, on peut accompagner aussi dans le développement et dans la structuration des projets, même du côté financier. Parce que TGCC a ouvert son capital en 2018 à des partenaires privés. Et donc, on est capable de pouvoir vraiment accompagner donc, les promoteurs de projets et tout pour pouvoir réaliser cet ambitieux programme sur l'infrastructure. Alors, un dernier mot un peu sur l'infrastructure, puisque le thème aussi, c'est l'infrastructure catalyseur du développement touristique. Alors, pour ceux qui se rappellent un peu des cours de chimie, un catalyseur, c'est un élément qui participe à une réaction, à accélérer une réaction sans pour autant y participer. Voilà, donc c'est normal que lorsqu'un touriste arrive, la première porte d'entrée, c'est l'aéroport, donc, ou bien s'il n'arrive pas à la voie terrestre, donc les frontières terrestres ou bien les frontières portuaires. Et donc, il est important qu'il ait quand même cette première belle expérience-là. Donc, il faut des infrastructures aéroportières de très bonne qualité et tout. Et ensuite, la TGCC a réalisé plus de 4 infrastructures aéroportières majeures au Maroc, que ce soit Tanger, donc Ibn Battuta, dans la côte méditerranéenne. Pour ceux qui connaissent un peu le Maroc, donc c'est un peu la ville qui fait face à l'Espagne, dans le détroit de Gibraltar. Il y a aussi l'aéroport de Essaouira Mogador, qui est une ville sur la côte atlantique du Maroc, qui est une très belle ville d'ailleurs. Et il y a aussi le terminal 1 de l'aéroport de Casablanca, qui est l'un des plus grands terminaux, et le terminal de Marrakech. Voilà un peu comment TGC a aussi contribué à ce programme de 10 millions de touristes à l'époque qui a été décidé par le Maroc pour accueillir le tourisme. Voilà, je ne vais pas être assez long, mais on aura l'occasion d'échanger sur toute la journée pour pouvoir échanger sur les opportunités que TGC peut avoir et les différentes collaborations que nous pouvons avoir pour le développement touristique. Merci. Merci beaucoup, M. Tchala. Alors, M. Dumont. Oui. Hier soir, nous avons eu un échange que j'ai trouvé fort intéressant. Pour qui dirige une entreprise de conseil d'intérêt général, vous avez ouvert un angle qui résonne. Si vous voulez bien, parlez-nous de l'importance de la culture dans le développement touristique d'un pays comme la Côte d'Ivoire ou d'un autre pays. Bonjour à tous. Gassim, comme vous voyez sur ce panneau, une entreprise qui fait de la direction de projet, c'est-à-dire qu'on gère les projets pour le compte des investisseurs et des maîtres d'ouvrage, et on gère toute l'équipe projet, c'est les architectes, les bureaux d'études, les ingénieurs et les constructeurs. Donc on est de l'amont à l'aval d'un projet. On a la chance de participer à un développement touristique qui a été initié, je pense, sauf si M. Zazoum dit le contraire, par le président Talon, qui a décidé d'asseoir son pays sur 2 pieds, le premier étant l'agriculture, le deuxième étant le tourisme. Et on participe à beaucoup de projets au Bénin, et on participe surtout à des projets qui doivent apporter des touristes, pas simplement la partie hôtelière, mais comment attirer les touristes. Au Bénin, on participe à des projets qui sont des musées, on participe à des projets de la cité lacustre de Gambier, qui est une des plus belles d'Afrique. On participe, on fait 2 musées, on participe à la création d'un bateau, qui est un bateau de souvenir qui existait, qui s'appelle l'Aurore, qui était un bateau qui servait au commerce tripartite. Donc on participe à tout ce qui peut amener des touristes, pas simplement des touristes business, mais aussi vraiment des touristes. Parce que je pense, et puis quand on voit le développement, alors c'est pas mon métier, le Sharm el-Sheikh ou les autres, on voit bien qu'à chaque fois, si vous allez à Sharm el-Sheikh, on va vous offrir une visite touristique, aller au monastère de Sainte-Catherine,
Parce que les gens qui sont pendant une semaine à Sharm el-Sheikh, et ben, de temps en temps, ils ont pris des coups de soleil et ils ont envie d'aller voir autre chose que, que d'aller se être à l'ombre. Et dans un pays, ici, je trouve qu'en Afrique, la culture existe, le culte existe, et malheureusement, c'est rarement mis en valeur. Hein, il y a toute une histoire de chaque pays. Alors peut-être que le Bénin est un peu plus riche avec le royaume du Dahomey et ainsi de suite, la culte des vaudous, mais je pense que dans tous les pays africains, il y a ce côté-là, et si on veut attirer les touristes, il faut aussi développer tout cet aspect-là de manière à ce qu'il ne soit pas toutes les journées à la sea and sun. Parce que du sea and sun, pour les touristes, il y en a partout dans le monde. Enfin, ok, il n'y en a pas en Suisse, je veux bien, mais, ou au Mali, je veux bien, mais il y a quand même beaucoup de pays qui ont du sea and sun. Donc il faut toujours apporter un peu d'innovation. Alors la création des lodges, c'est un peu le même esprit. On veut apporter quelque chose de complètement nouveau, que les gens soient dans une atmosphère complètement différente, même s'ils sont dans des conforts limités. Mais c'est nouveau par rapport à ce qu'ils vivent. Donc je crois qu'il faut que les États se mettent à développer la partie culturelle. La partie culturelle, ça va coûter de l'argent aux États, parce que malheureusement, tout ce qui tourne autour de la culture, ça ne rapporte pas d'argent. Directement, ça rapporte indirectement, mais ça n'apporte pas d'argent directement. Je pense que je ne sais même pas si les grands musées français sont autofinancés ou s'il ne faut pas rajouter de l'argent public pour que ça fonctionne. Vous voyez, alors, donc, je sais pas. Donc, la culture, ça n'apporte pas d'argent directement, mais ça en apporte indirectement. Et puis, d'autres choses que je pense qu'il faut pour développer le tourisme, c'est aussi que l'État aide d'abord avec toutes les infrastructures qui sont nécessaires, avec les touristes. Si vous voyagez, vous vous rendez compte que de plus en plus, la population dans les aéroports est vieillissante. En Europe, on voit beaucoup de gens relativement âgés, alors on dirait moi aussi je le suis, mais qui voyagent. Et tous ces gens qui voyageaient, ils veulent voyager dans des pays où il y a une certaine sécurité. Alors pas simplement la sécurité vis-à-vis de, comme appelait M. Zinzou, je ne sais plus exactement quel terme il a utilisé, mais aussi la sécurité sanitaire. Donc il faut associer à la démarche, faire un hôtel, faire un hôpital, faire de manière à ce que les gens se sentent en sécurité quand ils viennent. Donc tous ces aspects demandent l'intervention de l'État dans un planning général où on s'occupe de la sécurité, bien sûr, des biens et des personnes, en particulier concernant tous ces problèmes qu'on connaît aujourd'hui de terrorisme, la sécurité sanitaire au niveau des gens, les infrastructures, et mettre en valeur la richesse des pays. Moi, personnellement, bon, je travaille au Bénin depuis 5 ans maintenant, je ne sais pas ce que c'est que le vaudou. Et j'ai hâte d'avoir un musée vaudou construit au Bénin pour aller voir ce que c'est. On le voit, nous, Européens, avec nos yeux un peu, disons, un peu rigolos, mais pour eux, c'est pas non, c'est un culte qu'on respecte. Et moi, j'ai hâte. Donc, je suis sûr, dans tous les pays, il y a quelque chose dont nous, on a besoin, qui peut nous attirer et qu'on ne connaît pas. Et ça, je trouve qu'il y a eu au Bénin, ce qu'ils ont appelé les Vaudous Day au mois de janvier, il y avait 50 000 personnes. 50 000 personnes pour un petit pays. Ils ont réussi à accueillir 50 000 personnes. C'est incroyable. Donc, il y a vraiment une soif de comprendre le pays, que chaque pays s'exprime, que chaque pays donne son savoir-faire, donne sa culture, donne son histoire, donne tout ça. Parce qu'elle existe. Alors, je ne connais pas les livres d'histoire qu'il y a dans les écoles africaines. Je ne les connais pas, mais ça existe. Et là, il y a des États, ils ont besoin d'aider, parce que ce n'est pas le privé qui va construire un musée. Ce n'est pas possible. Et d'un autre côté, je pense que les organismes internationaux, les agences de développement et ainsi de suite, à partir du moment où on va dans des choses qui ont du bon sens, elles sont là pour aider. Elles sont là pour aider. Bon, les musées qu'on construit au Bénin sont financés à 3/4 ou peut-être plus par la France, plus parce qu'il y a plus des autres, mais je crois que les États, les agences internationales sont prêts à aider et il faut à tout prix développer ce qui existe dans le pays pour attirer les gens. Il y aura de plus en plus de touristes, comme l'a dit M. Nanou, il y aura de plus en plus de touristes, ils seront peut-être de plus en plus âgés également,
Donc on a besoin de tout ça. Voilà ce que je voulais vous dire sur... Alors sinon, nous, qu'est-ce que nous faisons? Comme je vous l'ai dit, on a une référence de quarantaine d'hôtels en Afrique. En ce moment, on va en faire une dizaine. Mais on fait aussi des musées. On fait la cité Lacus de Ganvier. On fait des usines. On fait une laiterie à Nouakchott. Une laiterie pour fabriquer des yaourts, des petits suisses, du lait UHT, du lait aromatisé. On fait des cacahuètes au Nigeria. Donc on intervient dans tout l'acte de construire. Nous, on est spécialistes, entre guillemets, du bâtiment, de l'enveloppe. Et on essaye de mettre à l'intérieur le process, qui est soit un process hôtelier, soit un process hospitalier, soit un process industriel, de manière à ce que tout ça, ça fonctionne et qu'à la fin, on ait quelque chose qui marche. Voilà ce que je peux vous dire. Merci beaucoup. Monsieur Hamon, vous êtes président de l'Ordre des architectes. Des énoncés qui sont déjà très riches, je pense qu'ils vont vous donner matière à rebond. Et notamment, j'aimerais bien que vous rebondissiez sur les propos de M. Panjou en matière de rénovation urbaine, mais plus largement que vous nous donniez une vision de la signature ivoirienne pour le tourisme et son développement. Bien, merci. Alors, aujourd'hui, l'actualité d'ailleurs tombe bien parce qu'on parle de restructuration urbaine, de rénovation urbaine au niveau de la ville d'Abidjan. Et ça va me permettre de pouvoir illustrer un peu ce qui se passe actuellement. Alors, la rénovation urbaine, il faut la différencier de la restauration, parce qu'il y a une marge entre les deux actions, mais elle doit s'inscrire dans une politique globale, une politique de la ville. Cela est absolument nécessaire parce que se lancer sur ce chemin, mais en le regardant uniquement de manière parcellaire, risque d'être complètement erroné. Il faut le voir au niveau global de la cité, de la ville, de la région. Et aujourd'hui, se lancer dans la rénovation urbaine peut être également un élément catalyseur pour de gros investissements, car elle va porter sur un schéma nouveau. On parle de rénovation urbaine lorsqu'on part dans la localisation d'une zone qui a un impact soit économique, soit social, soit culturel, par, une destruction ou un effacement de ce qui existait et une reconstruction. C'est la première étape. Et elle doit s'inscrire de manière globale, non pas de manière, comme je l'avais indiqué plus tôt, isolée. Et à partir de ce moment, arrive où on entre dans un nouveau processus qui, lui, va consister maintenant à avoir une vision beaucoup plus grande, beaucoup plus globale. Et on va intégrer dans la politique de rénovation un certain nombre de paramètres. Ça peut être des investissements d'ordre touristique, ça peut être des investissements où on va intégrer la mixité sociale, parce que quelquefois, on détruit et on modifie complètement la structure antérieure, alors que lorsqu'on va parler de rénovation urbaine, et là, on va passer dans un autre domaine qui est totalement différent. On garde l'existant et on l'améliore. On ne détruit pas. On passe d'un schéma initial à un schéma, comme on pourrait dire, modernisé. Alors, pour y arriver, il y a tout un cheminement, toute une réflexion, en intégrant l'ensemble des acteurs qui peuvent intervenir. Aller de manière isolée court à l'échec. Bien expliquer la politique, montrer que ces aspects nouveaux qu'on va intégrer vont s'inscrire dans une politique à moyen ou long terme. Dans le cas de la ville d'Abidjan, où je dirais de la zone du Grand Abidjan qui a été présentée tout à l'heure, il faut savoir que dans les 50 années à venir, il y aura un phénomène d'une mégalopole entre Abidjan et Lagos qui sera la plus grande mégalopole au monde. Puisque les premières projections qui ont été faites, ou les dernières projections faites par la Banque mondiale, indiquent qu'entre Abidjan et Lagos, on sera entre 800 et 1 milliard d'habitants. Ce sera la plus grande mégalopole au monde. Et si aujourd'hui, on n'entre pas dans un process qui tienne compte de cette forte évolution de l'urbanisme, parce qu'on aura une continuité entre Abidjan et Lagos, on risque d'être complètement en marge d'un développement sur la zone ouest africaine, et je dirais même sur le continent africain. Donc, il y a nécessité de passer par un ensemble de processus,
Et il faut bien expliquer aujourd'hui que les réflexions qui sont portées présentement auront leurs résultats dans une vingtaine, une trentaine d'années. C'est déjà un premier aspect lié à ces volets de la rénovation urbaine. Qu'est-ce qu'elle nous apporte en allant vers cette rénovation? On va créer de nouveaux quartiers, on va créer un nouvel environnement. Et de plus en plus, l'attention est portée vers les professionnels, je dirais, de la ville, vers les objectifs de développement durable. Il faut les intégrer véritablement dans les nouvelles réflexions. La perte de contrôle va entraîner un désordre dit urbain qu'on constate déjà de manière embryonnaire dans notre environnement. Les difficultés de mobilité urbaine sont des réalités. Donc, il y a un certain nombre d'actions qu'il va falloir porter nécessairement. Alors, quelle est la place des architectes dans tout ce processus qui est en train de se mettre en place? Pour nous, le champ est vaste, il est immense même. L'architecte ou l'architecture d'une manière générale, elle est un miroir de la société, telle que nous la voulons et telle que nous la projetons dans le temps. Elle est également un miroir ou un reflet de l'histoire. Nous ne devons pas oublier d'où nous venons et vers où nous voulons partir. Il y a une nécessité de l'intégrer dans nos approches, dans notre conception et autres. Il y a un reflet de la culture. De plus en plus, on a tendance à aller prendre celle qui est ailleurs, alors que nous avons une culture extrêmement riche et variée. Et malheureusement, nous avons tendance à copier, et moi je dis chaque fois, une photocopie, elle n'est jamais égale à l'original. Nous avons des valeurs culturelles que nous devons valoriser à travers nos expressions architecturales et autres. Il y a une question identitaire également. Elle est absolument nécessaire à intégrer dans tous les différents projets ou dans toutes nos différentes réflexions présentes et à venir. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites, il y a beaucoup de choses qui peuvent être portées. Et les architectes ont la capacité de pouvoir être un facteur, un élément de mise en œuvre de ces différentes politiques présentes et à venir. Et pour finir, je voudrais juste rebondir aux dernières interventions. J'ai entendu concernant le musée, le vaudou au Bénin. Je vous dirais qu'il y a un projet qui est en cours et qui est réalisé par des architectes ivoiriens, Kofi, Guillaume et Issa Diabaté. C'est un projet magnifique qui, à travers ce projet, vous voyez l'identité culturelle, l'identité identitaire et autres, et qui a gagné un prix d'architecture, une reconnaissance au niveau mondial par l'originalité de ce projet. Et à Singapour, au mois de novembre dernier, la communauté internationale des architectes ont reconnu à travers ce projet une capacité des architectes, je dirais ivoiriens, parce que je suis chez moi et je vais me lancer un peu ces fleurs et celles de mes chers confrères, pour dire nous pouvons réaliser des choses fantastiques. Vous pouvez regarder les premières images de ce projet qui est en cours de réalisation, mais toujours au Bénin, parce qu'on en parle et le Premier ministre est présent. Le Parlement béninois est également une œuvre architecturale fantastique qui s'appuie sur les réalités et qui est encore fait par un architecte africain, burkinabé, Kéré, qui lui est également un architecte de très haut niveau. Et vous pourrez voir que les architectes, et merci de le rappeler, et les projets qui sont en train d'être faits aujourd'hui sont de très haute valeur. Et les architectes peuvent apporter au niveau touristique également leurs valeurs, leurs compétences, leurs capacités. Et l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire travaille sur ce chapitre. Nous avons actuellement des architectes qui sont en train de se spécialiser en matière d'architecture ou des infrastructures hôtelières et touristiques et qui vont venir étoffer la possibilité de porter des projets nouveaux dans notre espace. Et j'espère que les investisseurs qui sont ici présents sauront faire appel localement à cette compétence. C'était la petite contribution que je voulais porter à cette session. Merci beaucoup, Monsieur Hamon. Et plus largement, merci à vous tous, messieurs. Vos interventions ont permis d'engager pas mal d'angles sur la problématique. Maintenant, on va laisser un peu la place aux questions.
Avez-vous des questions? La première, c'est toujours la plus difficile, dit-on. J'aimerais savoir si on pouvait avoir de manière spécifique, concrète, un exemple de partenariat public-privé qu'il y aurait entre le ministère de la Construction et les opérateurs qui pourrait permettre en fait de développer des infrastructures touristiques. Deuxième question serait peut-être pour l'industrie de la construction, donc Porteo et TGCC. C'est de savoir également de quoi est-ce que vous aurez besoin de nos services publics, donc de nos gouvernements ou des différents ministères, que ce soit finances, construction, comme incitative pour pouvoir permettre de financer ou d'aider en fait au financement de la construction de ces infrastructures. Parce qu'en fait, quand des opérateurs ont des terrains ou des parcelles, ils veulent monter des projets, très souvent le coût de construction est un défi majeur. Et comment est-ce que vous, à votre niveau, vous pouvez aider en participant en fait au projet? Voilà. Ok. Y a-t-il des partenariats publics-privés au niveau du ministère de la Construction? Oui, il y en a. Ils ne sont pas toujours de notre fait. Ils arrivent très souvent à travers d'autres ministères qui nous amènent en fait la clientèle, mais qui nous associent là-dessus. Le plateau est une zone très en demande, boulevard de Marseille. Je parle de projets touristiques, purement, puisqu'on est dans un panel sur le truc, puis boulevard de Marseille. C'est récurrent que justement nous sommes approchés par des entités qui contactent d'abord le ministère du Tourisme, qui évaluent la pertinence de monter une tour avec un hôtel, avec un centre commercial en bas. Ce genre de projet, oui, il y en a plusieurs qui passent par nous et qui arrivent sur notre table, et nous donnons notre avis d'urbaniste sur la faisabilité et sur le bien fondé de ces projets. Pas loin de là où nous nous trouvons, il y a des poches ici et là dans le plateau pour des constructions d'étages d'immeubles à bureaux. Ce sont des projets qui, effectivement, ce genre de projet, il y en a de plus en plus. En tout cas, nous sentons depuis un certain nombre d'années la tendance à s'accélérer pour la réalisation de ce genre de projet. Je ne veux pas être spécifique et donner des noms sur des projets parce que j'en ai peut-être pas l'autorisation. Okay. Mais je peux vous assurer qu'au niveau gouvernemental, effectivement, il y a beaucoup de projets de cette nature. Tour à bureau, hôtel, centre commercial, il y en a beaucoup. Alors pour répondre à votre question, je pense qu'on va avoir des cheminements communs. Le financement est important, hein, donc que ce soit des partenaires banquiers, des fonds d'investissement, des bailleurs de fonds. Construire, ça coûte cher, que ce soit encore plus les routes que des bâtiments, mais donc c'est le premier point. Alors après, pour construire bien et correctement, il y a toute la chaîne de valeur. Je pense que monsieur l'a abordé tout à l'heure. On importe beaucoup de produits de l'étranger. Quand on veut faire du premium haut de gamme, très haut de gamme, on n'a pas les matériaux nécessaires dans le pays. Ça ne veut pas dire qu'on ne les a pas, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les faire. On doit créer la micro-entreprise pour fabriquer des carreaux de dalle, pour fabriquer tout ce qui est plomberie, tout ce qui est électricité, au lieu d'aller importer en Europe ou dans d'autres pays voisins de l'Afrique. Donc ça, c'est important. La deuxième chose, construire bien, c'est la formation. Ça, c'est très très important de pouvoir développer des compétences locales. Alors nous, on y travaille aujourd'hui sur la route avec un grand projet, mais qui va bénéficier à l'ensemble des acteurs socio-économiques et même à nos confrères qui sont dans le même secteur sur la formation des conducteurs de travaux, chefs de chantier. Avec Aigleton, on va développer une école de formation commune sur la partie route. On regarde aussi sur la partie bâtiment avec le STP. On va signer un accord majeur avec le STP prochainement pour les faire venir ici en Côte d'Ivoire et avoir cet accord de première signature d'école d'ingénieurs de Bac+2 jusqu'au cycle ingénieur avec des échanges avec le STP France. Donc ça fait partie
Donc des développements des compétences locales, je pense que c'est très important qu'on ait les bonnes ressources qui soient formées correctement, de façon pérenne et qui restent dans le pays. Parce que des bons conducteurs de travaux, l'Afrique est en construction. Donc aujourd'hui, ils sont en Côte d'Ivoire, demain, ils sont au Bénin, et le mois d'après, ils sont partis au Kenya ou en Tanzanie parce qu'ils ont une valeur. Hein. Ils ont une valeur avec leurs mains, avec leur savoir-faire. Il faut pouvoir les garder ici. Donc ça, je pense que c'est les trois facteurs clés. Financement, rapidité et financement. 2, toute la chaîne, la maîtrise de la chaîne de valeur et capacité à construire des micro-entreprises qui viennent fournir des matériaux de qualité durable pour la construction. Et 3, la formation et des compétences locales. Monsieur Tchala, si vous voulez intervenir. Et également, je rejoins mon confrère, donc pour ne pas répéter un peu tous les aspects qu'il a abordés. Et on attend aussi de l'État d'agir sur les différents leviers. Donc, il y a plein de leviers, il y a plein de difficultés que nous avons. Vous savez bien que les coûts de la logistique, par exemple, vous parlez du coût des projets, c'est 30% à 40% plus cher que dans d'autres pays. Et aujourd'hui, lorsque vous payez un transport d'un conteneur depuis un port d'Espagne jusqu'ici à Abidjan, vous payez le même prix que pour transporter le même conteneur pour aller à Yopougon. Voilà, donc c'est ce que cela représente. Et donc c'est des difficultés, donc l'État doit agir sur cela. Et nous qui exerçons dans le métier, on sait pourquoi ça coûte cher. Parce qu'aujourd'hui, pour maintenir des équipements et tout, il n'y a pas forcément des compétences. Donc les seuls qui le font à des prix vraiment très élevés. Donc même quand vous allez vers des concessionnaires locaux, vous avez des prix, même des rétroviseurs qui coûtent 1 million parfois. Donc c'est très 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 cher. Donc c'est sur ces leviers-là qu'il faut agir. Et donc la formation, effectivement. Donc si on a plus de gens formés et qualifiés, ça va donc contribuer à optimiser les coûts de construction. Et c'est très important, la formation. Et en cela, TGCC aussi, comme notre confrère, on a créé TGCC Academy, qui est une école interne de formation. Donc, on a commencé l'expérience au Maroc à travers différents modules qui vont même du simple ouvrier jusqu'à l'ouvrier qualifié, coffreur et tout. Donc, on a quand même commencé par former dans ce sens-là et c'est très important. Donc, on ne peut pas tout faire, donc l'État peut aussi nous accompagner. Et aussi, sur le volet formation, nous accueillons beaucoup de stagiaires aussi et que nous formons sur les différents projets. Et il faut de plus en plus de projets, il faut que cela s'enchaîne pour pouvoir garder les gens aussi. Parce que nous, on a réalisé ce projet, on a fait venir des spécialistes du Portugal et autres qui ont formé des gens localement. Mais ensuite, lorsqu'il n'y a pas d'autres projets qui s'enchaînent, vous les perdez. Ils sont au Bénin actuellement. Ça bouge beaucoup au Bénin. Donc, j'en ai quelques-uns qui m'appellent souvent, qui me disent, voilà, nous sommes déjà au Bénin, nous réalisons des travaux là-bas. Donc, c'est important que l'État puisse agir sur ces leviers-là pour qu'on puisse les garder. Et ça va contribuer à optimiser les coûts de construction. Merci. Merci beaucoup. Si vous voulez, moi, je voudrais rajouter quelque chose. Le problème des droits de douane. Je trouve que les États devraient avoir une vision à moyen terme et non pas une vision à court terme. Les droits de douane représentent, comme vous l'avez expliqué les constructeurs, 80% des matériaux sont importés ou à peu près. Nous, on estime au Bénin que les droits de douane représentent 14% du coût d'un projet. Et on estime que si on n'avait pas payé de droits de douane, que l'État, avec la TVA, les taxes de séjour et tous les revenus qu'il récupère, quand un hôtel est en exploitation, il retrouve ce qu'il a, entre guillemets, perdu en droits de douane en 5 ans. Et je trouve que 14%, c'est trop. Et alors, je ne sais pas exactement, même, et pourtant, le Bénin, c'est plus simple qu'ici. Ici, c'est beaucoup plus compliqué. Hein, mais je crois qu'il faudrait vraiment que, si on veut, les États doivent avoir une vision à moyen terme et non pas à court terme, de manière à ce que les droits de douane, ils ne vont pas les perdre. Ils vont les gagner en ayant un hôtel qui va durer à vie, je ne sais pas combien. Mais au bout de 5 ans, il a retrouvé sa mise. Et au bout de 10 ans, qu'est-ce qu'il a gagné au bout de 30 ans? Si à cause de ces droits de douane, on n'arrive pas à financer un projet, on a tout perdu. L'État a tout perdu. Donc je crois que je voulais rajouter ça. Excusez-moi, c'était pas, on ne m'a pas questionné. Je vous en prie. Une petite contribution, ce n'est pas la décharge de l'État. Donc l'État aussi a mis en place un code d'investissement. Donc
lorsque vous voulez réaliser un projet hôtelier, donc il y a un coût d'investissement, d'agrément d'investissement, où il y a des abattements douaniers, des avantages fiscaux, mais on pense qu'il faut aller encore un peu plus parce que au-delà de toute la partie, on va dire, douane, régie financière de l'État, il y a aussi le vécu local, donc les coûts logistiques ici, ça coûte excessivement cher. Voilà. Messieurs, je vous remercie pour toutes vos interventions parce qu'on me dit que c'est l'heure de la pause. Encore une fois, merci.